ce retard dû des réglages techniques, vous les avez suivis en direct. Bon, voilà. Vous avez une image un peu tronquée du diaporama que je voulais vous présenter, qui est une façon de voilà, raconter le récit de l'écriture d'un film de long métrage que j'ai donc tourné à Palerme en 2013. Et quand Sandrine de Susbiel et Vincent Fondelon, que je remercie, m'ont invité à présenter mon travail, Sandrine m'a d'abord proposé de montrer quelques courts-métrages. Et en connaissance du sujet, donc sur le territoire, les territoires, j'ai pensé que ce film, Borobudur, était un bon exemple d'une mise en scène de la ville relativement originale. Je n'ai pas inventé une forme, mais en tout cas, j'ai adapté un désir de ville, un désir de paysage à un projet de film. Avant d'entrer un peu dans le détail, je vais vous présenter tout de suite un extrait d'un film précédent que j'avais tourné donc en 2003, en 2002 à Palerme, pardon, qui s'appelle Tous ont besoin d'amour Palermo, qui est aussi un film qui a été réalisé un peu dans le même mouvement, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est un processus d'écriture et de travail qui s'est développé dans le temps. En cela que je suis arrivé à Palerme après 2 semaines de vacances où j'ai fait un petit tour en Sicile, et un ami qui habitait Palerme m'a dit « mais viens faire un film, on verra ce qu'on fait sur place, etc. » Donc il m'a proposé donc d'inventer sur place un récit dont je n'avais aucune idée, et même les acteurs, en fait, les figures, les personnages qui jouent dans le film ont été présentés par cet ami. Donc il y avait comme ça une sorte de terra incognita, d'une certaine façon, de friche par rapport à ce territoire de la ville de Palerme que je découvrais en faisant le film. Donc c'est un film qui s'inscrit plutôt dans le champ du cinéma expérimental ou de l'essai. C'est une déambulation d'appartements en lieu que je rencontrais en accompagnant cet ami qui travaillait à l'époque dans le théâtre à Palerme, et qui donc, par exemple, m'a donné accès à ce très beau théâtre qui s'appelle le théâtre Garibaldi, détruit par les bombardements alliés en 1945, en 1943, et qui, après un très très long temps d'inoccupation, en fait, a été réinvesti, mais a conservé, un peu comme le théâtre du Bourg du Nord à Paris, son aspect de ruine. Donc on regarde juste cette première séquence, qui est un extrait de ce film, donc qui dure 25 minutes, et là il y en a 2-3 minutes.
j'aurais pas dû. Voilà. Euh, donc, ce premier film de Palerme était une sorte de portrait poétique de Palerme avec des situations sentimentales de trois personnages comme ça qui se déplacent instruments par la main, qui traversent des jardins, des parcs, cette église là, qui est une église très singulière, car son toit n'a jamais été terminé, donc c'est une sorte comme ça de ruine intacte à l'intérieur de la ville de Palerme. C'est un film que j'ai plutôt inscrit, disons, dans le Palerme historique, le Palerme, dont j'en parlerai un peu plus tard, mais qui est voilà, cette zone centrale qui est dans la partie la plus touristique de la ville. Je retournerai quelques années plus tard à Palerme en tant que chef opérateur pour un documentaire de Vincent Dieudre. Et ce sera pour moi l'occasion, car on aura fait 3 voyages pour 3 séjours différents, 3 tournages à Palerme. Ce sera pour moi l'occasion en fait, de découvrir Palerme dans le mouvement du tournage de ce film. Et c'était d'autant plus intéressant que, étant chef opérateur d'un projet qui n'était pas le mien, j'accompagnais un réalisateur qui avait évidemment d'autres préoccupations, d'autres sujets. Il faisait une sorte de chronique de l'histoire de l'Italie contemporaine en prenant pour objet la ville de Palerme. Donc ça m'a permis aussi de fréquenter la ville, d'avoir un regard sur elle de façon plus détachée, c'est-à-dire pas attachée à un projet personnel. Donc je fais un pont un peu rapide avec un court-métrage que j'ai réalisé, tourné en 2012, qui s'appelle L'Italie, et qui me semble intéressant comme modèle, presque motif, de cette technique, d'une certaine façon, de cette façon que j'ai d'appréhender le paysage urbain et la ville. L'Italie raconte l'histoire d'un jeune homme qui a un chagrin d'amour et qui veut aller en Italie, d'où le titre, et qui traverse différents quartiers du 13e arrondissement de Paris. Et si vous reconnaissez là sur la carte, le point de départ, c'est juste en face de l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et on passe ensuite la rue Watt, on monte la rue Regnault, on arrive dans la zone des Olympiades. C'est un projet que j'ai mis 4 ans à écrire, pas tant que j'avais besoin de 4 ans pour l'écrire, mais le processus de production étant très très long, j'ai pendant 4 ans sillonné ce quartier et j'en ai vu une grande part de son évolution. C'est un quartier qui est en vraiment mouvement permanent, notamment aujourd'hui, à peu près à l'endroit où il y a le point rouge, ont été construites les 2 tours de Jean Nouvel. Enfin, c'est une scène que j'ai tournée, que vous allez voir maintenant, c'était un parc qui est devenu une résidence universitaire. Donc c'est un quartier, en tout cas la partie autour on va dire, de la ZAC Masséna, ce qu'on appelle la ZAC Masséna autour de la grande bibliothèque, est un quartier qui s'est beaucoup transformé. Mais donc pendant 4 ans, j'ai régulièrement fait des repérages, photographié le quartier avec un processus d'écriture de scénario. C'est-à-dire que le scénario s'est développé en fonction des bâtiments que je rencontrais, et notamment un bâtiment que vous ne verrez pas dans l'extrait que je vous montre, mais qui est un bâtiment qui m'évoquait l'architecture d'Oscar Niemeyer, car il a un très bel auvent en béton. Et c'est dire ce bâtiment qui m'a donné envie d'écrire ce scénario, de raconter cette histoire, puisque derrière l'Italie, il y avait l'idée à un moment donné de se déplacer au Brésil, finalement un voyage que nous n'aurons pas fait pour des raisons financières, mais en tout cas qui était une dernière étape de ce déplacement. L'idée étant que toutes les caractéristiques urbaines souvent nous ouvrent vers d'autres paysages, nous offrent d'autres ouvertures vers d'autres sites qu'on a soit déjà fréquentés, soit qu'on projette à travers comme ça des détails, de façades, de lumière, qui peuvent éventuellement nous faire penser à un endroit où on ne se trouve pas. Donc je vous montre l'extrait de ce film, c'est donc un film assez court. Sur la droite, vous le voyez là, donc c'est le jeune homme qui s'appelle Paolo, qui est ce jeune homme qui veut aller en Italie, et il est accompagné par une sorte de personnage un peu étrange, magicien, comme ça, qui lui promet un raccourci pour aller en Italie, qui sera en fait une dérive urbaine, où il va rencontrer différents personnages.
Comment appelle-t-on les habitants de Tours? Les touristes. C'est par là? Barbara Sénégalia. Je lui prends la main. Nous sommes bousculés par les esquivants. Les enfants prennent leur élan à l'approche de la plage et exultent en agitant les bras. Moi, je tiens serré la main de Barbara. Nous avançons lentement sur la passerelle. Nous approchons. Je lui dis qu'ici, adolescent, j'ai rencontré mon premier amour. Nous faisons le tour de la terrasse. Nous nous arrêtons devant le panorama de la mer. Barbara lâche ma main, se tourne, s'adosse, me regarde et elle chante. Je t'ai pas dit que la nuit tombe? Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Bon, j'en viens à ce projet palermitain. Donc, je suis à Palerme dans le cadre d'un festival où je présente le court-métrage dont vous venez de voir l'extrait, et un autre film qui s'appelle Si c'est une île, c'est la Sicile. Donc, je suis à Palerme pendant une semaine et je fais ce que je fais souvent dans les villes, c'est-à-dire je me promène, je fais des photographies, je regarde et je visite d'une certaine façon. Mais c'est une visite qui est tout le temps d'une certaine façon informée d'un projet de film à venir, même si il n'y a pas de film à venir. J'ai une amie écrivain qui dit que le principe de l'écriture, c'est d'être toujours en train d'écrire, même quand on n'écrit pas. C'est-à-dire que tous les signes que l'on rencontre, les sensations, les émotions, les lumières, les paysages, en fait, font partie d'une sorte de process permanent d'écriture ou de réflexion autour d'une forme d'écriture. Et c'est sans doute ce qui m'anime également dans ces déambulations, dans ces promenades, c'est-à-dire de se laisser imprégner par la ville, par les anecdotes, les sujets, les rencontres que l'on peut faire et qui forment une sorte de substrat dans lequel pourrait s'inscrire un film. Même si, encore une fois, de film il n'y aura pas. Donc là, je vous présente une carte de Palerme, dont on voit, comme je vous l'évoquais, je peux faire circuler la souris. Donc ça, c'est la partie ancienne. Vous voyez, c'est la partie en fait qui est d'abord une ville grecque. Le port était beaucoup plus profond, qui est ensuite devenu une ville arabe, puis une ville normande. C'est une des caractéristiques de Palerme, qui est une ville avec beaucoup de strates historiques, étant une île proche de la Grèce, et évidemment proche aussi du Maghreb. C'est un pays qui a été de nombreuses fois envahi par différents types de cultures, de populations. Donc là, vous avez cette partie centrale qui est la ville ancienne,
où se trouvent tous les sites, les bâtiments les plus remarquables. Et puis à partir du théâtre Teatro Massimo qui se trouve ici, en fait, vous avez cette grande radiale qui s'appelle la Via Libertà, qui ouvre en fait sur toute la partie, on va dire, liberty, c'est le terme en fait qu'emploient les Italiens pour le modern style, enfin notre style nouille, mais où se trouvent aussi également des bâtiments modernes très intéressants. Donc j'ai, dans ce séjour de 10 jours à Palerme, j'ai évidemment fait des photographies dans la ville ancienne, mais j'ai aussi ouvert un peu mon parcours à l'ensemble de la ville que je connaissais finalement assez peu. J'y étais assez peu allé. Quand on vient de l'aéroport, par exemple, on passe par cette route, donc forcément on voit ce qui s'y passe. Donc voilà, en tout cas, c'est un peu le paysage que j'ai commencé à fréquenter. Et vous allez voir, j'ai fait une petite sélection de 5-6 photographies de cette période-là, de ce fin mai, début juin 2013. Vous verrez voilà, le type d'image que j'ai pu faire. Alors, ça par exemple, c'est un détail, vous voyez, d'une fontaine dans un parc, dans le jardin Garibaldi qui se trouve dans le centre-ville. Un autre détail de ce petit parc. Ils étaient en train visiblement de refaire le dallage. Je retrouve donc quelques années plus tard, 10 ans plus tard, donc ce jardin, le Giardino della Loro, là où vous avez vu la scène du court-métrage précédent. La maison du fond d'ailleurs a été retapée depuis. Palerme est une ville qui est très, très restaurée, notamment ces dernières années. Il y a un gros effort de restructuration et de bonification pour le cœur de la ville. Et puis voilà, je commence aussi à repérer des bâtiments modernes, notamment celui-ci qui sort du centre-ville historique. C'est ce bâtiment de la Via Wagner. À nouveau, voilà une image du centre-ville historique de Palerme. Ce théâtre Finocchiario, qui est un théâtre typiquement dans le style liberty de la Palerme des années de la fin du 19e, début 20e. Ce bâtiment assez beau qui est le siège du journal de la Sicile, qui est construit par ce groupe d'architectes qui s'appelle BBPR, qui à Milan, par exemple, ce sont eux qui ont construit la tour Velasca. C'est cette tour qui ressemble un peu à une sorte de donjon qui se trouve dans le centre-ville de Milan, et dont on voit la maquette actuellement dans l'exposition Futurissimo. Voilà une autre vue du bâtiment du journal de la Sicile. Je vais un peu vite, mais donc ça c'est un ensemble de la fin des années 40, enfin, on sait que c'est 52, mais on est dans le style rationaliste italien. Je rappelle donc que Palerme est une ville très bombardée, où à l'intérieur du centre-ville même, de grandes friches, de grandes trouées en fait, sont constituées par les bombardements. De nombreux palais vont disparaître, mais quasiment aussi des quartiers entiers. Et ça, c'est typiquement un quartier de la reconstruction. Et là, ils ont installé un parking dans ce qui devait être une sorte de place urbaine. Ça, c'est le drame des voitures dans les villes. Un autre point de vue de cette architecture, vous voyez, avec les grandes coursives, les portiques. Je vais un peu vite parce qu'on a perdu le temps, mais vous voyez comment déjà à l'intérieur de ces photographies-là, qui ne sont pas du tout pensées comme des repérages, j'envisage déjà des scènes d'une certaine façon. Vous voyez là, il y a comme une sorte d'esplanade entourée de colonnes, il y a une ombre par rapport à la lumière qui tombe sur les rues avoisinantes. Je cadre déjà d'une certaine façon ces paysages comme des scènes possibles pour des films à tourner, sans avoir encore de projet très défini. Le bord de mer, c'est un site intéressant parce que vous voyez en fait ce qu'on voit là-bas, l'espèce de front de mer, c'est pas le front de bâtiment en fait qui se trouve au fond de l'image. En fait, la mer allait jusqu'à lécher en fait ces bâtiments qui se trouvaient à l'époque les pieds dans l'eau. Et ça, c'est l'image, c'est le contre-champ de l'image précédente. En fait, tout ce que vous voyez là, en fait, là on est au bord de la route. Tout ce que vous voyez là, en fait, ce sont les débris
les destructions de la guerre qui ont créé en fait un énorme terre-plein qui est devenu une sorte de zone un peu étrange, un peu fantomatique, qui n'a jamais été véritablement investie, sauf pour des grandes fêtes religieuses, notamment la Santa Rosalia au mois d'août. Et sinon, ça reste un peu un espace inoccupé. Et comme beaucoup de villes, comme Toulon par exemple, voilà encore une ville qui a un rapport très lointain à la mer. La mer ne fait pas partie de la ville elle-même. En fait, il faut aller la chercher pour la rencontrer. Alors ici, à Toulon, c'est pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas à Palerme, c'est sans doute cette extension de la ville par les débris des gravats qui ont créé cette mise à distance. Une autre ville d'un quartier un peu périphérique de Palerme, vous voyez, où il y a un quartier plutôt populaire, où on trouve ces tours qui sont des tours en fait d'origine arabe, qui étaient des tours qui permettaient en fait d'alimenter en eau la ville au 8e, 7e, 8e siècle. Et je continue mon panorama, vous voyez, des bâtiments comme ça qui attirent mon regard, plus ou moins intéressants en termes d'architecture, mais en tout cas qui posent à l'intérieur de la ville des signes qui m'intéressent, qui m'intriguent, et qui échappent à ce que, disons, à la vision de carte postale de la Palerme que l'on peut connaître quand on y va pour visiter le centre-ville. Donc je m'éloigne un peu du centre-ville, ça c'est un grand bâtiment de logement aussi qui se trouve dans une partie du port qui se rapproche du Monte Pellegrino, qui est une grande montagne qui se trouve sur le côté droit de la ville. Aussi, là, je reconnais, là, en voyant cette image, mon intérêt pour les friches, les lieux un peu d'entre-deux, ce que Gilles Clément appelle le tiers-paysage, c'est ces espaces qui sont à la fois, qui sont peu investis, mais où se passent des choses, il y a des gens qui traversent d'un bâtiment à l'autre. Donc, encore une fois, des lieux éventuellement à investir de récits à venir. Encore une autre façade, vous voyez, une sorte de typologie de l'architecture moderne de Palerme, plus ou moins intéressante. Alors ça c'est drôle parce que c'est vraiment un bâtiment moderne qui se trouve complètement piqué au milieu d'un tissu urbain qui a été en grande partie détruit pour les bombardements. Et autour, là, vous avez un palais, vous avez la poste, vous avez des bâtiments d'une très grande qualité architecturale, et cette petite tour moderniste. Il se trouve que j'ai même habité dedans parce que lors d'un workshop pour Clémenceau, j'ai loué l'appartement qui était ici, j'étais très content. J'ai fréquenté cette image, ce bâtiment que j'avais photographié 10 ans plus tôt. Et voilà, par exemple, ça c'est un exemple, toujours dans cette espèce de déambulation, d'un effet de surprise, soudain, ce bâtiment comme ça, très, très brutaliste, comme on dit aujourd'hui, clairement d'inspiration corbusienne, une sorte de cité comme ça posée dans un tissu urbain 19e, un bâtiment très, très, très intriguant, comme ça, très, très massif, avec ses claustras, il sera filmé dans mon film à venir. Toujours dans ces promenades, ce très beau parc de la Villa Trabilla, qui est une villa aristocratique qui est depuis un jardin public. Je m'y promène, et là on passe, c'est une passerelle, c'est un pont en fait, qui relie deux parties du jardin, et en passant en dessous, je découvre ce paysage, ce jardin, d'une certaine façon, c'est un peu caché, et je peux nommer, disons, même si c'est de façon peut-être un peu rétrospective, mais en tout cas le début du désir de film avec ce lieu-là. C'est-à-dire que d'un coup, je vois ce que j'évoquais tout à l'heure, à Palerme, comme l'appel d'un étranger, d'un ailleurs. On pourrait se trouver en Asie, en Inde, au Bangladesh. Il y a la présence de ce ficus, en fait, alors il se trouve que les jardins botaniques, enfin, le jardin botanique de Palerme, qui est un des plus beaux du monde, a importé une grande quantité d'arbres exotiques, et notamment des ficus qui viennent d'Australie. Ce sont des ficus absolument gigantesques qui font, on dit qu'ils ont là un des plus grands arbres du monde dans le jardin botanique, qui ont ensuite essaimé dans les différents jardins de toutes les villas aristocratiques de Palerme. Et là, on en voit un, par exemple. Et lui, comme les racines, comme ça, coulant sur la roche,
cette végétation d'un coup luxuriante, tout à fait étrange, en fait, me projette dans un paysage différent. Et j'ai l'idée, les prémices, disons, d'une histoire d'un jeune homme qui rencontrerait l'altérité, l'autre, dans ce jardin. C'est-à-dire que j'imagine ici l'apparition d'un jeune homme qui serait un jeune homme du Bangladesh, qui serait comme une sorte de guide pour mon personnage, dont je parlerai un peu plus tard. Je continue. C'est d'autres vues de ce jardin. Vous voyez cette espèce d'escalier comme ça, à moitié défoncé, à moitié écroulé. On devine à peine, là, mais il y a des tas de pierres. Et en fait, j'apprendrai, mais bien plus tard, que en fait, cette partie du parc avait été pensée par le jardinier comme une sorte de faux temple indien. C'est-à-dire que c'était une ruine comme une folie, d'une certaine façon, un objet architectural ruiné pour faire penser à un paysage exotique. Et j'avais tout à fait ressenti. C'était aussi évidemment suffisamment présent pour que je le ressente, mais même dans son abandon, parce que depuis complètement abandonné, enfin, depuis aucune gestion de cette partie du jardin, j'avais déjà ressenti cet appel exotique qui avait été mis en œuvre par le jardinier au XIXe siècle. Je continue ma rapide visite de cette première partie, en fait, donc toujours je suis là maintenant au mois de juin. Ça, ce sont les chantiers culturels de l'Aziza où se déroulait le festival. C'est une ancienne friche, c'est un peu comme la friche Beldomé à Marseille. C'est une friche industrielle de fabrication de meubles et de dirigeables qui est devenue depuis un lieu culturel très actif à Palerme. Vous voyez encore une fois ces repérages. On retrouve mon bâtiment de la Via Wagner que j'aime bien, là, ce bâtiment un peu baroque moderne, on va dire. D'autres façades. Un autre bâtiment intéressant d'architecte assez important en Sicile, Alberto Savona, c'est le bâtiment de l'Enel. Donc le bâtiment de l'Enel, c'est l'équivalent de notre EDF, qui était désaffecté à l'époque, qui l'est toujours, je pense. Et ça, c'est un bâtiment que je filmerai ensuite dans mon... Voilà. On passe maintenant, en fait, voilà, j'ai rapidement fait le tour des images de ce premier séjour, donc entre mai et juin 2013, et donc je reviens quelques mois plus tard, donc on va dire 5 mois plus tard, avec le projet de ce long métrage. Entre-temps, donc, j'ai décidé de retourner à Palerme. Alors j'avais des bonnes raisons, c'est-à-dire que j'avais un groupe d'amis, donc les personnes qui travaillent dans ce festival, qui étaient prêts à me soutenir, à m'accompagner, à me donner un coup de main d'une certaine façon. J'étais aussi en contact avec le Centre culturel français, dont je savais que je pouvais compter sur lui pour créer d'une certaine façon un peu des contacts, des rencontres avec des personnes qui pouvaient m'aider pour réaliser ce film. Et j'arrive à Palerme sans scénario. Alors, quand je dis sans scénario, j'ai, comme je vous disais, un peu les prémices d'une histoire qui est un étudiant en architecture qui parcourt la ville de Palerme, qui fait une rencontre et qui va bouleverser son rapport à la ville. En gros, c'était ça. Et à partir de là, j'ai une certaine culture architecturale, je m'intéresse aux bâtiments, je fréquente des architectes sur place, donc je sais que j'ai une sorte de réseau que je peux activer et je me donne 2 mois pour écrire le film au contact des habitants, mais bien sûr au contact de la ville. Et je suis accompagné par ce livre qui s'appelle Palerme, guide de l'architecture du Novecento. Pour eux, en fait, ils ne calculent pas de la même façon que nous, donc c'est l'architecture du XXe siècle, en fait, qui est un d'almanach, d'album, avec des bâtiments depuis fin 19e jusqu'à, je peux donner, 2000. Et je peux dire que mon scénario, c'est ce livre. C'est-à-dire qu'en fait, je choisis à l'intérieur de ce livre des bâtiments que j'ai envie de rencontrer, que j'ai envie de visiter. Je les pointe sur la carte de Palerme, et j'y vais et je refais ce que j'ai fait donc de façon un peu aléatoire et sans objet au
au mois de mai-juin, j'y retourne de façon plus objective, avec véritablement un projet d'écriture. Et le film, en fait, se dessine à partir de cette visite, qui est cette fois-ci complètement orientée dans l'idée de développer un scénario. Je commence par cette image, c'est un peu aléatoire, mais elles sont toutes dans l'ordre chronologique. C'est pour ça que je vous montre, parfois vous allez voir des sites qui vont revenir alors qu'ils avaient déjà aperçus. Je l'ai mis en premier parce que c'est un des objets architecturaux un peu singuliers, il y en a d'autres à Palerme, mais de la période arabe. Donc c'est 1200 en gros, hein, c'est toute la diffusion de cette architecture arabo-normande qui se déploie dans la ville de Palerme. Et ça, c'est un tout petit bâtiment qui était en fait inscrit dans un immense jardin, comme on peut imaginer les jardins d'été de ces cours en fait, qui s'installaient un peu plus haut dans la ville pour profiter de la fraîcheur avec tout un réseau de rigoles. Il ne reste que cette petite Kouboula entourée de bâtiments absolument atroces, qui lançaient de gangs de béton. C'est une des caractéristiques de Palerme aussi, c'est cette espèce de rencontre entre des beaux objets architecturaux et une très grande violence urbaine. Je n'ai pas tellement le temps de m'y étendre, qui est vraiment lié à ce mouvement de spéculation d'après-guerre qui a ravagé une bonne part de l'urbanisme de Palerme, avec tout un système mafieux qui s'est mis en place en relation avec les hommes politiques de l'époque. Alors, la grande rencontre, le grand choc pour moi de cette visite architecturale, c'est le site de l'Université de Palerme, le nouveau site, parce qu'il y a un site ancien qui se trouve dans le centre-ville, et en fait, toute une cité architecturale universitaire s'est construite au-delà du centre-ville, et notamment, en fait, il y a ce qu'on appelle le département des sciences, qui est en fait une suite de bâtiments en terrasse qui ont été conçus et dessinés par Vittorio Gringotti, qui est un architecte important italien qui a construit aussi en France, à Montpellier, un peu partout en Europe. C'est en fait un ensemble de bâtiments, d'enseignement, mais aussi de paysages architecturaux. Il y a une sorte de scènes, de propositions comme ça qui sont faites pour des rencontres, pour des spectacles, pour des cours en plein air, qui moi me touchent énormément, me bouleversent, et je décide d'une certaine façon de commencer le film à cet endroit. Voilà, pour marquer, disons, le démarrage du récit. Tout en haut de cette succession de plateaux se trouve cette fontaine, cette piscine, qui est en fait une référence au système des bassins de cette architecture arabe du XIIe siècle. Et donc des rigoles permettent à l'eau de s'écouler de cette première piscine jusqu'en bas de la vallée, en reprenant tous les principes de l'urbanisme des jardins de l'époque. Un autre bâtiment du même groupe BBPR, dont je vous parlais tout à l'heure, les architectes qui ont construit la tour de Lascaux à Milan. C'est un bâtiment intéressant parce qu'il est à l'emplacement même d'une bombe qui est tombée dans le centre-ville, c'est au bord de la mer, c'est juste dans un très bel endroit où il y a une porte, la porte de Palerme qui donne sur la mer. Et on voit bien ici comment les architectes ont récupéré le peu d'éléments architectoniques de l'époque qui ont existé, comment ils l'ont inscrit à l'intérieur du bâtiment. Et là, donc, c'est un petit portrait de Federico, donc ce jeune étudiant d'architecture que je rencontre. Et là, je m'arrête un instant pour raconter comment ça se passe, parce que c'est tout le système en fait, de rencontres que je vais mettre en place pour la réalisation de ce film. Eric Biaggi, donc, qui est le directeur de l'Institut français, m'emmène, la première semaine de mon arrivée à Palerme, il avait prévu une fois par an, il présente un film du cinéma français dans une classe d'architecture de l'Université de Palerme. Un cours qui est tenu par un professeur qui s'appelle Andrea Sciascia, qu'on va retrouver plus tard. Et il me dit, t'as qu'à venir, comme ça tu présentes ton projet à Andrea, il te donnera peut-être des idées, etc. Donc, Eric présente le film La Nuit américaine de François Truffaut, et pendant que le film est diffusé, on va boire un café avec Andrea, et je raconte mon projet, je dis voilà, j'aimerais rencontrer un étudiant d'architecture qui accepterait de jouer dans mon film. Il me dit bon,
moi, je n'ai pas vraiment d'idée, mais je vais vous faire rencontrer le représentant étudiant de l'école. Donc je vois arriver un très beau jeune homme, si ça pouvait être lui, et je lui raconte mon histoire, et il me dit, bon, moi ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, mais dans une semaine, je vous rappelle et je vous trouve quelqu'un. Une semaine après, il me donne le contact de Federico, que je retrouve donc dans la cafétéria de cette université. Je lui explique mon projet de film, je pense qu'il ne comprend rien à ce que je dis, mais il accepte. Il accepte, et c'est un peu un miracle, parce que je pense que s'il avait été très occupé, s'il avait compris ce que je lui avais dit, peut-être qu'il aurait refusé, parce que c'était un engagement quand même d'1 mois pour tourner un long métrage, sans argent, je crois que je n'avais pas beaucoup de sous pour faire le film. En fait, il accepte comme ça sur une... Je sais pas, encore une fois, je ne sais pas combien ce qu'il a compris de ce que je lui proposais, mais en tout cas, il accepte de m'accompagner, et on commence à faire un peu des petites séances comme ça de photographie, et bon, ça c'est la première fois que je l'emmène en ville, dans le site du projet de film encore en écriture. Bon, quelques jours plus tard, je retourne encore une fois dans cette université sous un ciel un peu différent, et je refais d'autres photos. Alors ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure, ce sont les chantiers culturels de l'Aziza. Alors c'est un lieu important pour moi, et ça va parcourir l'histoire de mon film, c'est que c'est l'endroit, c'est la salle de répétition d'un spectacle de Pina Bausch qu'elle a créé à Palerme en 89, qui s'appelle Palermo Palermo, invitée par le maire de l'époque. Elle vient avec sa compagnie pendant 2 semaines répéter la ville de Palerme, et elle répète dans cette salle. Donc ça, pour moi, c'est une dimension sentimentale, même un peu historique, très, très importante. Je reviendrai là-dessus après. Une autre salle de ces chantiers, qui à l'époque s'appelait la salle à Bausch, qui se trouve être, c'était l'ancienne cuisine des ouvriers des usines, des différentes usines, enfin, des fabriques de ce complexe industriel. Maintenant, c'est devenu un cowork, ça a été très très remis en place, mais c'est en tout cas un décor dans lequel je tournerai, et qui sera, c'est la dernière scène de mon film. J'ai toujours mon idée de mon personnage bangladeshi. Je lui imagine un travail. Je l'imagine qu'il est jardinier chez un pépiniériste, parce que je découvre en descendant, parce qu'à l'époque, j'habite pendant 1 mois plutôt au nord de la ville, et 40 minutes pour descendre en centre-ville à pied, et j'avais le bus. Et je passe devant cet extraordinaire pépiniériste qui se trouve en fait dans les anciens jardins d'une villa aristocratique. Et donc je fais plusieurs photos, j'en fais énormément, mais en fait je n'arriverai pas à tourner. Ils n'accepteront pas en fait, qu'on tourne au cœur de leur jardin, donc en fait, finalement ce jardin ne sera pas dans le film. Et Arman, donc ce jeune Mauricien en fait, que je fais passer pour un Bangladeshi dans mon film, en fait sera l'acteur du film. Pareil, je le rencontre par ami d'amis, il prend des cours de théâtre, en fait, il accepte de le film. Bon, j'accélère un peu, ça c'est une séquence que je tenais à vous montrer, car c'est une visite. Donc là, on voit là, il y a André Chacha qui est là, qui est le monsieur avec les cheveux blancs qui est ici, là, voilà. Ça c'est son ami, je ne sais plus son nom, mais Andrea m'invite à participer à une visite scolaire, enfin universitaire des étudiants dont il a la charge en première année, je crois, et j'en profite pour mélanger à ce groupe Federico, vous voyez, donc je fais comme ça, je saisis un peu des photos pour essayer de développer encore une fois ce récit, en faisant des photos des étudiants qui font des dessins, et en fait ils sont en train de faire tout un travail d'étude autour d'un site très intéressant qui lui-même a été très bombardé, qui s'appelle le quartier de Calçin, Piazza Maggiore, où il y a différents bâtiments très intéressants. Là on voit Andrea qui reprend les dessins des étudiants, Federico qui fait semblant de s'intéresser à ce qui se passe. Et c'est une scène, disons, enfin cette visite va servir de prototype à une scène que je tournerai pour le film, qui se passe dans un autre quartier, un quartier moderne. Federico. Des plans de repérage dans l'université d'architecture, puisque Federico étant étudiant, je le fais partir de l'université
c'est le point de départ de son voyage, on va dire, en ville pour développer le projet. Ça commence dans la bibliothèque. Alors ça, c'est le siège historique de la bibliothèque qui se trouve dans le centre-ville, qui est un très très beau bâtiment. Vous voyez, je trouve qu'il y a un dessin d'une très très grande qualité. C'est dans un bâtiment ancien qui a été réinvesti à la fin des années 70. Et finalement, j'y tournerai pas. Je resterai dans le bâtiment, dans le nouveau siège qui se trouve juste en dessous de la vallée des sciences. Bon, je vais un peu vite, mais voilà, d'autres types de bâtiments comme ça qui attirent mon regard, pas tant pour leur qualité architecturale que pour les signes qu'ils posent dans le paysage. Alors ça, vous ne voyez pas grand-chose, mais ça en gros, c'est mon scénario. Pour le dire un peu vite, c'est que vous devinez peut-être, il y a des petites traces sur les petits dessins. J'entoure des bâtiments sur cette carte. Il y en aura deux, en fait. La deuxième, je l'ai donnée à Federico en souvenir. Mais en tout cas, c'est celle que moi j'ai conservée. Il y a tous les bâtiments, en fait. Ici, là, c'est la vallée des sciences. Là, c'est les bâtiments avec le bassin. Là, c'est l'école d'architecture. Donc, le film commence là. Et ensuite, mais on va voir ça sur notre carte plus précis plus tard. Un autre bâtiment que je visite et qui m'intéresse, qui sera dans le film, en détail, avec une entrée, enfin, c'est pas une entrée, mais c'est le contre-champ du plan précédent. En fait, ça donne dans la Villa Trabia, dont je vous parlais tout à l'heure, avec son petit pont, son ficus, et là je commence en fait à décrire les scènes du film. C'est l'endroit où il va aller se promener et où il va rencontrer Borobudur, donc le personnage de Borobudur. D'autres immeubles qui m'intéressent, finalement celui-ci, il sera filmé mais il ne sera plus dans le film. Aussi un bâtiment très beau qui se trouve sur la Via Liberta, mais dans son style un peu paquebot. Et en fait, il se trouve qu'il y a un homme politique qui habite dedans, donc on m'a interdit de le filmer, mais j'aimais beaucoup les détails, enfin, toute cette très belle architecture moderne. Là, c'est la fin, c'est le début des années 60. Encore des immeubles, voilà, qui m'intéressent. Celui-ci, j'ai filmé ici, mais je peux pas vous dire aujourd'hui, je ne sais plus si c'est dans le film. Ça, c'est la Via Vittorio Emanuele, c'est le grand axe en fait, qui descend du nord de la ville et qui descend vers la mer. C'est très bon bâtiment aussi qui est en réflexion. Alors ça, c'est un objet complètement dingue, c'est un énorme immeuble d'habitation qui se trouve au bord de la mer. Enfin, c'est complètement dingue de voir que autour, c'est un paysage de collines. Bon, c'est urbain, mais ça reste quand même relativement plat, enfin bas. Et comment ont-ils pu, on ne voit pas le site, mais comment ont-ils pu construire ce mastodonte de béton au bord de la mer, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est tellement singulier que j'ai rencontré un ami qui habite là-dedans, et donc j'ai décidé de tourner une scène. Et là, on fait des petits repérages avec Federico sur le balcon, qui donne sur la mer. À l'intérieur du bâtiment, il se trouve en fait que la personne qui habite là est architecte, donc on voit qu'il y a un certain goût et c'est lui d'ailleurs, voilà, Alberto Monaco, je crois qu'il s'appelle, il a accepté de jouer dans le film. Donc l'ensemble du film s'est créé, encore une fois, par des bâtiments qui m'attiraient, et ensuite j'ai proposé aux personnes qui les occupaient s'ils voulaient bien jouer dans mon film. En fait, il y avait comme ça cette espèce de circulation entre le lieu et ceux qui y habitent pour pouvoir produire des séquences. Un autre bâtiment très intéressant qui se trouve alors on ne le voit pas, dans les photos de repérage, mais c'est un autre architecte enseignant qui travaille à l'université qui a accepté que je filme sur son bâtiment, juste au-dessus du port. Là vous voyez donc quelques vues du port. Et donc je fais photo de repérage aussi avec ce jeune étudiant en architecture qui s'appelle Marco Gracia, qui a accepté de jouer une scène avec Federico et qui appose dans les différents lieux de l'appartement. Alors là, je l'ai mis un peu en souvenir, c'est moi-même, n'est-ce pas, et Federico. On est en train d'écrire les dialogues. Donc, petit à petit, donc, le scénario se développe, se construit, donc il y a des scènes, puisqu'il y a des personnages. Donc on écrit ensemble les dialogues, notamment parce que bon, moi je parle un peu italien, mais je suis pas bilingue, donc il m'aidait pour écrire les dialogues. Alors ça, c'est la terrasse de l'appartement que j'ai loué
deuxième partie de mon séjour et qui est devenu l'appartement de Federico dans le film, qui est un endroit, en fait c'est comme beaucoup de ces, on les devine là, je ne sais pas si vous voyez, il y a toutes ces espèces de cabanes là, un peu sur les toits qui sont en fait des maisons abusives, qui étaient des cages d'ascenseur en fait, petit à petit en fait les propriétaires du dernier étage ont phagocyté le bâtiment, et donc en fait il n'y a pas de barrière, comme c'est pas autorisé, il n'y a pas de barrière, c'est pas dangereux, mais ça reste une sorte de scène assez étrange. Et évidemment, je vais tourner des scènes sur ce toit. Un bâtiment que je trouvais très beau, mais pendant le tournage, en fait, il a été recouvert d'un échafaudage, donc ça n'avait plus d'intérêt. Mais qui était pour moi comme une sorte de signe de cette architecture brésilienne que j'avais pu déjà mettre en œuvre à Paris, dans le film Italie. Vous voyez, on retrouve là quelques petits signes de l'architecture de Corbusier à Chandigarh. Ça évoque comme ça différents types de paysages, et ça m'intéressait de les mettre en scène. Alors, dans l'histoire du film, Federico fait son parcours dans la ville, et je voulais qu'à un certain moment, en fait, il s'éloigne de la ville pour avoir une vue périphérique de loin. Il y avait un peu l'idée qu'il prenait de la distance par rapport à son sujet, l'exercice qu'il doit réaliser pour l'université et qui l'oblige à parcourir la ville. Et donc je monte sur le Monte Pellegrino et vous voyez là, en fait, là c'est justement toute cette partie moderne, toute cette énorme chape de béton là, qui s'est construite à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui et qui crée cet urbanisme très fort. Et donc il y a cette route panoramique absolument sublime, comme ça, qui longe la ville sur plusieurs kilomètres. Et donc je choisirais d'y tourner une scène, et notamment là vous voyez dans le paysage, il n'y avait pas grand chose, mais ici il y a toute une cité en fait, qui s'appelle Lozen, c'est la zone, je ne sais plus ce que ça veut dire l'acronyme, qui est construite par toute une série d'architectes très importants en Italie, et notamment Gregotti, on retrouve Gregotti, qui est devenue une zone de non-droit où on ne peut pas rentrer si on n'est pas accompagné. Mais donc j'y tournerai une scène avec le prof Chacha qui emmène ses étudiants. Donc je tournerai cette scène qui est dans la copie de la séquence que vous avez vue précédemment de la visite du quartier de Cassa. Et voilà le parcours. Donc ça c'est le parcours extensif, on pourrait dire. Ce sont tous les bâtiments du premier jusqu'au dernier. Donc la lettre A, c'est l'école d'architecture. Et puis, vous voyez, on fait en fait tout le tour du Monte Pellegrino, qui est cette espèce de grande zone-là. On arrive sur la plage de Mondello. On revient ici, je crois qu'il y a le Capronificio Siciliano, je vais vous montrer après. Et on finit au bord d'une rivière. En fait, voilà, le film faisait une sorte de boucle. Final, voilà, je vais tourner dans tous ces endroits. C'est à peu près sûr, là, mais finalement le film ne le gardera pas tous en fait. Le montage de la version complète, je suis complètement en retard. Le montage de la version, pas la version, mais du montage de bout à bout, toutes les séquences, le film faisait 3 heures et maintenant il fait 1 heure moins. Et ça, c'est une sorte d'autre schéma que je trouve intéressant parce qu'il en ce qu'il présente une autre forme de scénario, si on veut, par rapport au territoire de la ville de Palerme. Et là, je représente Palerme, la maison, l'université, les cantieri, le vivaio, là, c'est le pépiniériste, qui est encore dans le scénario à ce moment-là. Milano, c'est la ville où habite l'amant de Federico dans le film. Et puis les V, c'est les points de vue extérieurs dont je parlais. Donc en fait, il y a cette espèce de schéma comme ça, un peu ramassé, comme ça, qui précise en gros la géographie à la fois intime et aussi urbanistique du projet. Un autre site, je vais aller un peu plus vite, mais que j'ai visité toujours dans cette idée d'avoir des points de vue extérieurs, c'est une très belle montagne, la toute pointue, qui se trouve à l'arrière de la ville, c'est le Monte Cuccio, mais finalement je ne tournerai pas. Et il y avait l'idée en fait que sur cette montagne, il rencontrait ce garçon, qui s'appelle Giorgio, qui travaille dans le festival qui m'accueillait la même année. Un nouveau, des
photos de Harman de repérage sur la terrasse de l'appartement que j'habitais. Un petit plan photographié un peu volé, mais qui reste, qui est un peu le seul document que j'ai de cette rencontre, mais qui était un moment intéressant. Ce sont des jeunes Philippins qui utilisent, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai présenté tout au début, cette espèce de portique, quand j'ai dit que c'était une scène avec des colonnes, etc., en fait, qui viennent danser la nuit, une sorte de danse un peu disco. En fait, ils n'ont pas de lieu de répétition, donc ils dansent dans la ville leur chorégraphie. J'ai trouvé ça formidable, donc je leur ai demandé s'ils accepteraient de jouer dans le film. Ils ont accepté, donc il y a une scène où Federico et Harman se promènent parmi les danseurs. D'autres scènes de repérage, là je commence à avoir le film, le récit, des photos de repérage la nuit dans la ville ancienne avec Harman et Federico. Je répète d'une certaine façon, de façon photographique, des scènes qui sont tournées ensuite. Pareil, dans tous ces quartiers populaires où vivent des populations immigrées, qu'elles soient bangladeshis ou africaines. Ce que j'évoquais tout à l'heure, le cartonificio, là, en fait, c'est une usine de carton. C'est un très beau bâtiment des années 50 qui est maintenant désaffecté, qui est autour de Montebello. J'y tournerai une scène. Une très belle villa moderniste des années 20, la fin des années 20. Je tournerai une scène, mais finalement, elle ne sera pas dans le film. Et la plage de Montebello, enfin, c'est la partie, bon, c'est l'hiver, hein, on est au mois de novembre. La partie plus connue, c'est tout au fond, là, il y a un très beau, très bonne installation de bain ici. Mais donc, parce que donc il y a des scènes qui ont été tournées là avec un architecte, et ça fait toute une partie du film en fait qui a disparu, qui était plus dans le projet. Et l'avant-dernière photo, le scénario, enfin je sais pas ce qu'on peut appeler ça un scénario, non c'est pas le scénario, c'est le plan de tournage. Qui, alors je le garde avec précieusement parce que c'est un document voilà, qui relate jour par jour en fait les différentes scènes et vous voyez comment, encore une fois, ce sont en fait plus les lieux. À Molodo, c'est un bâtiment, dans ce cas, ce sont des bâtiments en fait qui signent les différents lieux des différentes scènes. Via Libertà, c'est un bâtiment de Libertà. Dracula, c'est un bâtiment que j'appelais Dracula parce qu'il avait des dents. Cugemano, c'est une maison. Catania, c'est le bâtiment moderniste un peu corbusien qu'on a vu à un moment donné. Donc en fait, voilà, on avait des rendez-vous, scène par scène, liés à ces différents bâtiments qui ponctuent le paysage de Palerme. Et donc voilà l'affiche du film. Bon, donc, un film donc, que j'ai tourné donc en un mois. Principalement voilà, dans cet élan, dans ce mouvement en fait, qui était vraiment de traverser la ville en suivant un jeune homme qui, à la recherche d'une idée pour un projet d'architecture, et ce mouvement en fait, l'amène à faire des rencontres, que ce soit des rencontres sentimentales ou des rencontres fortuites, ou avec sa mère, son père. Et en fait, cet ensemble de rencontres, petit à petit, vont transformer son regard sur la ville, au point en fait, qu'il va faire cette rencontre un peu magique, un peu miraculeuse avec ce jeune Bangladeshi, Harman Borobudur, qui va en fait le déplacer à l'intérieur de son parcours urbain, au point de lui faire rencontrer la ville de façon plus sensible et notamment chorégraphique. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai en œuvre dans le workshop que j'ai proposé ici la semaine dernière, c'est-à-dire un contact urbain avec la ville qui passe par le corps et qui va amener le personnage Federico à une sorte de renaissance par le mouvement au terme de ce parcours qu'il déploie dans la ville de Palerme et sur le territoire de la région. Voilà, je vous remercie.
Et je propose, comme nous avons déjà 29 minutes de retard sur l'horaire annoncé, de lancer le film. Que vous verrez. Vous verrez, voilà, la mise en œuvre de ce que je viens